Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Pitsuri Gaucher, qui est secrétaire général de l'association Chimé. Bonsoir. Bonsoir. Aragou va parler de cette 9e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, une journée qui se tiendra le mois prochain, donc les 21, 24 et 25 février. Vous nous direz ce qu'il en est de votre association, qu'avez-vous prévu pour cet événement. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la grève à Balou continue. Ce matin, nous avons reçu l'un des responsables de l'enseigne. Il nous expliquait pas mal de choses, notamment les difficultés que l'entreprise aurait à répondre aux revendications des grévistes. On nous en dirait davantage tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 13 janvier. La grève au sein du quincailler Balou risque fort de connaître un dénouement inédit à Mayotte. En effet, pour la première fois, l'accord impossible entre salariés et direction pousse la DIECT à envisager une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Un dernier recours aux conséquences lourdes, puisque les deux parties cèdent leur pouvoir décisionnel à des tiers. Le point d'ouverture de votre journal. Après 8 semaines de formation, 10 jeunes gendarmes volontaires issus du recrutement local ont été adoubés ce matin. 8 d'entre eux vont rejoindre une unité opérationnelle, tandis que 2 seront affectés à des emplois particuliers à l'état-major du commandement de la gendarmerie de Mayotte. Une très bonne nouvelle pour l'île au lagon, qui a grand besoin de former sa jeunesse. Le débat, emblème de la culture mahoraise, était à l'honneur ce midi au centre universitaire de Mayotte. Cette année, cet art qui mélange danse, chant et poèmes soufis aura une place d'honneur lors du panorama général organisé à l'occasion des 30 ans de l'Institut du monde arabe situé à Paris. Reportage à la fin de cette édition. Et cela fait plus d'un mois que le conflit au sein du quincailler Balou perdure. À ce titre, ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur des ressources humaines de l'entreprise, Mohamed Ali Azad. L'occasion pour ce dernier de se défendre face aux accusations portées par les syndicalistes. Il a également expliqué qu'en raison des charges sociales de plus en plus importantes sur le département, la direction n'était pas en mesure de répondre favorablement aux revendications des grévistes. Autre fait marquant concernant ce conflit, c'est qu'il va être soumis à la procédure d'arbitrage ou à la procédure de médiation, une première à Mayotte, un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vignier. Les 3, 4 et 10 janvier dernier, une commission de conciliation s'est réunie à la DIECT dans le cadre du conflit au sein de l'enseigne Balou. Mais sur les 14 revendications, 3 points posent toujours problème. En effet, si la direction accepte d'entamer des négociations au cas par cas concernant la grille des salaires, elle refuse l'instauration de tickets restaurants et d'un 13e mois faute de finances suffisantes. Une justification qui ne convainc pas les représentants syndicaux. Nous, quand nous nous sommes rendus pour chercher ces comptes et voir est-ce que ce que le directeur financier ou de ressources humaines nous a toujours apporté comme déclaration, on s'est aperçu que même pas ces bulletins ne sont pas déposés au tribunal de commerce. Parce qu'il nous faudrait les bulletins des 3 dernières années, mais nous avons trouvé seulement le bulletin de 2013. Alors que la greffière du tribunal leur a fait un rappel et jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas répondu à cet appel. Alors comment voulez-vous donner de la crédibilité sur tout ce qu'a raconté monsieur le directeur des ressources humaines de l'établissement Balou, qu'ils arrêtent d'exploiter abusivement ces salariés qu'ils emploient tous les jours. Face à cette grève qui s'éternise, la commission de conciliation a demandé à ce que le conflit soit désormais soumis à la procédure d'arbitrage ou à la procédure de médiation, une situation inédite à Mayotte. Il y a deux issues possibles. Soit la médiation, d'après ce que j'ai compris, c'est un corps qui est nommé par le préfet, qui a accès à tout, le temps qu'il faut, aussi bien voir si les revendications des salariés sont légitimes et réalistes, et de l'autre côté, voir nos chiffres, et puis, fouiller dans nos affaires, et pourquoi pas. Et à ce moment-là, il fait une proposition pour une sortie de crise. Sauf que, dans cette solution, l'employeur peut refuser la proposition. Bien évidemment. Maintenant, il y a l'autre issue, beaucoup plus, je dirais, radicale, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que les deux parties se mettent d'accord pour un choix d'un arbitre,
pour un choix d'un arbitre. L'arbitre fait la même chose que le médiateur, à sa façon, et tranche. Mais cette fois-ci, c'est imposé. Ces deux procédures sont donc à éviter et les syndicats croient encore à une résolution du conflit par le biais du dialogue. Ils devraient avoir honte. La famille Balou devrait avoir honte de leur comportement parce que quand nous étions réunis à la commission de conciliation au conflit à la DIECT, il n'y avait pas que nous, les représentants du personnel, mais il y avait les représentants des patronats, il y avait également la DIECT qui était là et nous. Et pour quelle raison Balou n'a jamais osé venir affronter toutes ces personnes pour pouvoir s'expliquer, mais à chaque fois, il fut ses responsabilités. Alors, qu'ils arrêtent leurs mensonges et qu'ils viennent s'asseoir autour de la table pour que nous puissions mettre un terme à ce conflit qui perdure depuis plus d'un mois jusqu'à aujourd'hui. Mettre un terme à ce conflit, c'est bien là ce que souhaitent les deux camps, d'autant que la direction affirme craindre le pire en cas de poursuite de la grève. Le droit de grève, c'est bien, mais la loi, malheureusement, elle nous oblige à respecter un certain nombre de critères. On ne peut pas remplacer un salarié gréviste, donc pour l'instant, on est dans un blocage total. Donc si ça continue, je crains le pire. Moi, je pense, quand on regarde la situation, même sur le plan mondial, quand on a un travail, c'est déjà très très bien. Donc, et puis quand on a plus petites avancées comme ça, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Pas sûr que ces propos réussissent à apaiser les esprits dans un conflit qui pourrait bien devenir historique. Alors on l'a dit dans le reportage, Pierre, le conflit continue chez Balou avec cette possibilité de passer à une procédure d'arbitrage et de médiation, une première à Mayotte. Oui, arbitrage ou conciliation, alors historique dans le mauvais sens du terme, il faut quand même le préciser. Effectivement, parce que c'est la première fois qu'on en est là, qu'on n'arrive absolument pas à trouver une sortie de conflit. Alors il y a déjà eu des conflits qui ont été plus longs que ça, on pense à Colas il n'y a pas très longtemps, il y a eu énormément de conflits à Mayotte, c'est pas la première fois qu'un conflit se retrouve dans une impasse. Mais là, il y a eu la problématique liée au fait que le Safdar Balou n'est pas venu aux négociations. Et effectivement, il l'a délégué notamment à son directeur des ressources humaines, directeur des finances. Malheureusement, ce directeur de finances devait à chaque fois attendre d'avoir l'accord de la direction pour éventuellement répondre favorablement aux contre-revendications des grévistes. Donc finalement, effectivement, cette commission de conciliation, elle n'a pas abouti à un accord. Maintenant, il y a un véritable problème au sein de cette société qui est dénoncée par les salariés, c'est qu'ils en ont absolument assez d'être maltraités. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Ils disent que voilà, il y a des problèmes, il y a des insultes, on leur manque très souvent de respect. Et effectivement, lorsque l'on voit les derniers propos tenus ce matin par le représentant de la société, on se dit que les grévistes vont être très très en colère parce que quand il explique qu'il faut quand même se satisfaire déjà d'avoir un travail, c'est quand même des propos qui sont un peu en inadéquation avec les réalités du territoire. On est quand même sur un territoire où effectivement il y a beaucoup de chômage, mais maintenant c'est pas pour ça qu'on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Concernant les revendications, Pierre, apparemment certaines ont été acceptées, d'autres par contre sont plus compliquées en raison notamment de certaines charges sociales qui viennent alourdir un petit peu les charges. Oui, effectivement, mais c'est aussi ce que disent effectivement, et ça on le comprend, c'est vrai que les entreprises sont soumises au droit commun au fur et à mesure, c'est très compliqué pour beaucoup d'entreprises à Mayotte, il faut absolument le dire. Maintenant, c'est comme ça, forcément le droit commun va s'appliquer à un moment ou à un autre. Les salariés souhaitent aussi qu'il s'applique parce que la vie est de plus en plus chère. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ils réclament une augmentation salariale, ils réclament un 13e mois. Alors on imagine bien que l'entreprise ne peut pas tout accorder, c'est pas possible. Maintenant c'est une entreprise, et les salariés le disent, qui a fait de l'argent à Mayotte. Ils disent pourquoi avant on n'a jamais eu de prime, on n'a jamais rien eu. C'est pas une entreprise qui a eu des difficultés financières, au contraire elle a pu se développer. Aujourd'hui effectivement il y a les charges, mais la vie aussi est plus chère. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là un peu que ce conflit est en train de mal tourner, parce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver un accord entre les deux parties qui restent fixés sur leur position. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il va y avoir une procédure, on ne sait pas encore laquelle, on ne sait, peut-être qu'il y aura des discussions entre-temps, mais pour le moment on est parti vers une conciliation ou un arbitrage, et c'est une procédure qui est très rare. On se souvient dans l'histoire de l'affaire Tapi, mais voilà, à Mayotte c'est la toute première fois qu'il y a ce genre de procédure, donc
ça montre quand même la situation au sein de cette entreprise qui est très compliquée. Ça risque fort de l'être. On n'y est pas encore, on va voir un peu. Le préfet a aussi les cartes en main, c'est lui qui va décider. Il y a aussi cette problématique effectivement des comptes qui, selon les syndicats, ne sont pas au tribunal du commerce. Donc c'est un peu compliqué. Et logiquement, lorsqu'il y a médiation ou qu'il y a conciliation, il faut qu'il y ait un accès à ces comptes. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il en est dans les prochains jours. Mais c'est vrai que c'est un conflit très très compliqué, un conflit aussi très dur parce que plus d'un mois de grève, on imagine ce que ça représente pour la société, aussi pour les salariés qui ne sont pas payés. Donc même si là la société a expliqué, l'entreprise a expliqué qu'il y aurait des arrangements possibles. Mais en tout cas voilà, c'est un conflit qui est très dur, très compliqué et qui risque d'être historique et espérons-le, pas dans le mauvais sens du terme. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et bien sûr on continuera à suivre la situation dans cette entreprise. Et maintenant direction Pamandzi où certains habitants de la place de la mosquée de Vendredi montent au créneau. Ils reprochent en effet aux autorités leur manque de réaction face à l'état de leur quartier. Odeurs nauséabondes et inondations pluviales ponctuent leur quotidien et ce depuis plusieurs mois. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour les riverains. Les explications dans ce sujet signées Sony Shamseddine, Abbas Alidi et Leslie Vimnet. Une place devenue déserte. En raison, le quartier de la mosquée du Vendredi subit de nombreux désagréments depuis un certain temps. Canalisation bouchée, odeurs nauséabondes, inondation du parking et des habitats en jour de pluie. Une situation insupportable pour les riverains. Les eaux remontent jusqu'à ce niveau-là, devant la mosquée, et toute cette partie-là aussi. Et submergée d'eau jusqu'à 80 cm. C'est catastrophique, chaotique. Vous voyez tous les déchets qui sortent de haut, ils descendent jusqu'ici, ils stagnent là. Si la mairie n'envoie pas ses agents pour nettoyer un peu de temps en temps, ça aurait été vraiment le décharge ici. Du côté de la mairie de Pamandzi, on explique qu'une grande partie de la surface en question n'est plus du ressort de la municipalité, mais bien celle du gestionnaire de l'aéroport. Suite à un projet d'allongement de la piste d'atterrissage, une mise aux normes est demandée. Des travaux d'urgence sont bien prévus dans les mois à venir. Il y a des travaux qui doivent être réalisés. Maintenant, ces travaux doivent être payés par la société Lavalin. Donc la commune de Pamandzi ne peut pas demander aux Pamandiens à travers leurs impôts de payer cette dépense qui doit revenir à la société Lavalin. Sachez tout simplement que là-dessus il y a eu beaucoup de discussions, on a beaucoup avancé et donc par rapport à la mise aux normes de l'aéroport, mise aux normes par rapport à l'Europe, ces travaux-là doivent être réalisés d'ici au plus tard 2018, avant 2018, parce que sinon l'aéroport ne sera pas aux normes. Après un accord entre la commune, l'État, les religieux et l'exploitant de l'aéroport, un projet de délocalisation de la mosquée est également en cours. Il y a le foncier qui doit être clarifié, même si le foncier est identifié, mais maintenant la situation juridique en tout cas de cette place doit être éclaircie et ça c'est des discussions qu'on aura avec le conseil départemental. Le maire qui annonce la réalisation d'un parking temporaire en attendant la future mosquée du Vendredi. Elle devrait voir le jour d'ici 3 ans. Et on continue avec la cérémonie de remise des écussons du commandement de la gendarmerie qui s'est tenue ce matin. 10 élèves gendarmes adjoints volontaires se sont ainsi vus remettre cette distinction marquant leur appartenance à l'institution des mains du colonel Philippe Leclerc. C'est la seconde fois que cette formation initiale se déroule à la caserne de gendarmerie de Pamandzi. En effet, durant 8 semaines, 6 femmes et 4 hommes issus du recrutement local ont été formés par 2 cadres. Ils vont désormais rejoindre la grande famille des gendarmes français. Autant dire que ce matin, émotion et fierté était au rendez-vous. Un sujet signé Abbas Alidi, Sony Shamseddine et Pierre Bellucci. Solennité, fierté, honneur. Voici les 3 mots qui caractérisent la cérémonie qui s'est tenue ce matin à la caserne de gendarmerie de Pamandzi. 10 élèves adjoints volontaires ont été adoubés afin d'intégrer leur nouvelle fonction en tant que gendarmes adjoints volontaires. Après 9 semaines d'internat à Pamandzi, 8 d'entre eux vont rejoindre une unité opérationnelle et obtiendront la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, tandis que 2 seront affectés à des emplois particuliers à l'état-major du commandement de la gendarmerie de Mayotte. Et pour ce jeune gendarme, c'est un rêve d'enfant qui vient de se concrétiser. Ça a toujours été un métier de mes rêves.
Depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, je voyais des gendarmes autour de mon village, Malamani, dans la commune de Chirangui. Et je leur posais des questions. Même étant en jeune âge, j'avais le sentiment d'être un gendarme. Un rêve partagé avec son papa, qui avec beaucoup d'émotion, a accepté de nous livrer son sentiment. Je suis très content d'avoir un fils qui est à la brigade de gendarmerie de Pamandzi. Wami nakomia bankeina wana wake gendarmerie, surtout gendarmerie, be kawako fanya be tsunu inaweza kuilindilia be tsina jaifanya yo isonjibia zaidi sasa injibia kweli wala tsubishi. Le petit dernier a réalisé le rêve d'un père à l'issue d'une formation qui aura beaucoup marqué le jeune gendarme adjoint volontaire. C'est une expérience formidable, je suis très content. J'ai vécu des choses dont je ne pensais pas vivre. La gendarmerie, c'est une très bonne constitution. C'est une grande chose en fait. Je ne sais pas comment, j'arrive pas à trouver les bons mots pour vous faire ressentir ce que je ressens actuellement, mais très sincèrement, si j'ai un conseil à donner à d'autres jeunes, ça serait vraiment, ça serait une expérience idéale. Mayotte a cruellement besoin de former sa jeunesse et ce type de cérémonie prouve que l'île avance en la matière. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 13 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 12e comité de suivi de la ressource en eau s'est tenu en milieu de semaine et les nouvelles sont encore loin d'être réjouissantes, car si des pluies épisodiques sont tombées ces derniers jours, elles restent en dessous du seuil habituel pour la saison. Selon la préfecture, à ce rythme, les réserves seront épuisées le 1er mars 2017 pour la retenue collinaire de Combani, tant que les tours d'eau d'1 jour sur 3 sont conservés, et fin février 2017 pour la retenue collinaire de Dzoumogné. Les habitants du Sud ont donc de quoi être inquiets, puisque selon les prévisions Météo France Mayotte, le départ de la saison des pluies ne devrait pas intervenir avant début février, dans le meilleur des cas. Dans les 8 communes du Sud, les tours d'eau vont ainsi se poursuivre au rythme de 2 jours de coupure et un jour de remise en août de 10h à 8h le lendemain matin. En marge de ces mesures drastiques, les communes vont poursuivre leur travail de sensibilisation afin que chacun prenne conscience du péril en la demeure. En effet, nombreux sont les cas de gaspillage recensés ces derniers jours, prouvant ainsi que ceux qui ne sont pas touchés par les coupures n'ont pas forcément conscience de la gravité de la situation. Alors que les échéances électorales approchent à grands pas, tous les partis se mettent en ordre de marche et tentent de trouver les candidats les plus à même de remporter des victoires. Présidentielle, législative, sénatoriale, la vie politique du pays est en ébullition et les candidats se comptent par milliers. À Mayotte, la plupart des prétendants sont connus, même si les partis doivent encore faire le choix de leurs candidats en vue des différents scrutins. Et les premiers à dégainer sont, comme bien souvent depuis plusieurs mois, les membres du parti Les Républicains. Hier soir, le conseil local d'investiture a désigné Mansour Kamardine comme candidat aux élections législatives pour la circonscription du Sud. En ce qui concerne le Nord, l'heureux élu n'est autre qu'Ella Chakrina, figure montante du parti de droite à Mayotte. Samedi, le Conseil national doit se réunir pour valider cette décision, tandis qu'actuellement Mansour Kamardine, Swabadine Ibrahim Ramadani et le sénateur Abdourahmane Swahili sont à Majinga afin de préparer la campagne. La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises fait peau neuve. À ce titre, la CGPME devient la CPME, un nom plus discret selon le syndicat qui s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle. L'organisation patronale des très petites et moyennes entreprises françaises rassemble 125 unions territoriales en métropole, en Outre-mer et près de 200 fédérations et syndicats de métiers. La Confédération Mayotte fait donc partie de cette entité nationale qui depuis 2015 s'est fixé une feuille de route stratégique dont les 4 objectifs à l'horizon 2020 sont d'encourager la prise de risque au sein des TPE et PME, agir pour un environnement économique et social favorable, être le moteur de l'innovation et du développement responsable, et enfin favoriser un dialogue social serein et non contraint dans l'entreprise. Pour ce faire, le syndicat a décidé de se donner un nouvel élan via ce changement de nom et de logotype, le tout à quelques mois d'une élection présidentielle, où la Confédération souhaite avoir un rôle à jouer.
Alors Pierre, vous êtes toujours avec nous sur le plateau. Vous allez nous faire un petit point maintenant sur cette grève des enseignants avec cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. Oui, un point encore dans le domaine de la grève. On attendait encore des informations. On attend surtout un relevé de conclusion puisqu'effectivement, il y a eu une réunion aujourd'hui à Paris concernant la grève des instituteurs au niveau du premier degré, notamment le SNUPP. Une rencontre a eu lieu. Le gouvernement refuse toujours l'AGS, c'est-à-dire la reprise en compte de l'ancienneté générale des services. Donc forcément, c'est le point principal. Donc on peut imaginer que ça risque d'être compliqué, mais il y a quand même des avancées. Ils acceptent de céder sur plusieurs points. Donc on attend pour l'instant le relevé de conclusion. Il va y avoir des réunions syndicales, notamment une assemblée générale qui se tiendra lundi pour connaître la suite de ce mouvement. La suite de ce mouvement, donc, la semaine prochaine. Et souvenez-vous, en 2015, Laure Charteroux et Hélène Bertuzzi avaient lancé la Maison du Débat, dédiée à la danse et au chant traditionnel, cet art musico-chorégraphique. Le projet, installé à la place de la République, avait ravi les visiteurs. De retour sur Mayotte, Elena Bertuzzi a donné cet après-midi une conférence dansée au CUFR. Accompagnée de danseuses, elle a fait un point sur l'histoire de la signification et la signification du débat et sur les chants et les danses soufis des femmes de Mayotte. Zoom sur cet art emblématique de l'île dans ce reportage signé Adèle Laurent. Distingué en 2009 par le prix France Musique, le débat est aujourd'hui considéré comme un emblème de la culture mahoraise. En effet, des milliers de femmes de l'île au parfum s'adonnent avec joie et élégance à cet art chorégraphique, comme Amina. Et pour elle, le débat est avant tout un moment de bonheur qui se passe en famille. Quand je chante le débat, j'ai une sensation de me libérer, de m'évader. C'est mon truc à moi, en fait, que personne ne peut me la reprendre. Et à tout moment, il sera toujours là pour moi. Donc c'est une sorte de lot de consolation, en fait. Tout à l'heure, je chantais à côté de ma maman. Quand ma maman est là, c'est comme une sorte de force. Je puise en elle, je puise en eux toutes. Il y a mes tantes, il y a mes soeurs, il y a mes cousines. Donc c'est un truc que je ne peux pas faire tout seul. Quand elles sont là, elles me redonnent confiance en moi. Elles me redonnent confiance, elles me donnent l'envie de pouvoir continuer et de toujours être de plus en plus à la hauteur. En effet, le procédé de création du débat fait se rencontrer plusieurs générations entre elles qui collaborent ensemble pour créer le meilleur débat possible. Et Elena Bertuzzi, notamment chorégraphe et ethnomusicologue, s'intéresse de près à cet art musico-chorégraphique. Elle a donné ce midi une conférence dansée à ce sujet. La chercheuse en art nous en dit plus sur la gestuelle utilisée par les danseuses. C'est une gestuelle plutôt minimaliste, mais extrêmement raffinée. Moi, je la trouve extrêmement raffinée, qui mobilise le haut du corps et les bras. Mais il faut savoir aussi que la posture elle est légèrement contraignante parce qu'on est légèrement en déséquilibre vers l'arrière. C'est vrai que c'est les jeunes qui dansent, mais c'est pas pour rien, parce que moi, que je ne suis plus très très jeune, que je danse quand même, je sens la difficulté à garder cette position de base qui est sous-jacente au débat. Donc c'est vraiment une lutte permanente avec une posture contraignante et une qualité gestuelle qui doit être la plus belle et la plus aérienne possible. Et le débat n'est pas qu'une danse, c'est aussi un chant dont les textes sont puisés dans les répertoires des poèmes soufis. Cette pratique s'inscrit donc dans les valeurs et le comportement moral de la culture mahoraise. En 2015, Elena Bertuzzi et Laure Charteroux avaient installé la Maison du Débat, place de la République. Construit comme un labyrinthe de voiles transparents, 4 films sur le débat étaient projetés, immergeant le spectateur dans les images. Et cette année, l'Institut du monde arabe, situé à Paris, fête ses 30 ans et organise pour l'occasion un panorama général de toutes les pratiques artistiques qui touchent à la culture islamique. L'installation mise en place en 2015 a donc toute sa place dans cet événement. Et l'Institut du monde arabe lui a réservé une place d'honneur, notamment dû au fait que les projets artistiques mobilisant des femmes dans l'art arabe sont rares. Pour Amina, qui a participé aux films qui seront proposés, à travers le débat, c'est bien Mayotte qui est mise en valeur.
pour moi, c'est pas notre association, mais c'est Mayotte qui est mise en avant. Et c'est notre culture aussi qui est exposée à l'extérieur. Peut-être que grâce à ça, d'autres personnes vont avoir l'envie de venir découvrir l'île, de fermer peut-être aussi tout ce mauvais côté qu'on a vu de Mayotte récemment et surtout sur Internet. Peut-être que ça va donner envie à d'autres personnes et que ça va peut-être masquer tout ça. Ça va donner une autre vision de Mayotte, une vision beaucoup plus agréable que ce que l'on voit tous les jours, qu'on entend aux journaux. L'Institut du monde arabe de Paris, qui a pour but de faire connaître ou mieux connaître au public français et européen l'apport du monde arabe à la civilisation universelle, accueillera donc un bout de Mayotte de mars à juillet prochain. Une bonne nouvelle pour l'île au parfum. Et on termine avec notre invité Pitsuri Gaucher, qui est secrétaire général de l'association Chimé. On le disait tout à l'heure, la journée internationale de la langue maternelle, vous la préparez ardemment pour le mois prochain. Qu'en est-il très exactement? Alors, donc à Mayotte, nous sommes à la 9e édition cette année, 18e édition au niveau international, parce que c'est depuis l'an 2000 que l'UNESCO a décrété cette journée. Cette année, nous sommes dans la commune de Chirongui. C'est une co-organisation entre l'association Chimé et la mairie de Chirongui. Le thème retenu cette année, c'est redynamiser nos langues et inciter à la créativité. C'est une journée qui permet aux Mahorais de venir, de découvrir. C'est une voie de palliation aussi pour l'apprentissage du Chimaoré. Donc cette année, nous avons... c'est le 21 février. Le 21 février tombant à un mardi, il y aura donc une journée porte ouverte où les écoles de la commune auront quelque chose en rapport avec la langue, la tradition. Le 24, le vendredi 24, nous avons pour habitude d'organiser un grand Shigoma géant qui réunit la plupart des associations de Shigoma de l'île. Le samedi 25 février sera donc la grosse journée avec toutes les danses culturelles, les questions-réponses et plusieurs activités. Alors, la langue maternelle ici à Mayotte, quelle importance elle revêt pour la population, pour les Mahorais, notamment dans le cadre scolaire par exemple? Alors, la langue est le premier facteur de l'identité culturelle. Notre langue à nous, maternelle en tout cas, c'est le Chimaoré. À Mayotte, Chimaoré et Kibushi. La langue va forcément avec la culture. Je citerai juste Marcus Garvey qui a dit qu'un homme sans culture est comme un arbre sans racines. Je pense qu'à partir de là, l'importance en tout cas de la connaissance, d'accéder à la connaissance du Chimaoré est importante. Accéder à la connaissance va donc de soi avec la scolarisation, l'intégration du Chimaoré à l'école. Est-ce que vous diriez que le maoré se perd aujourd'hui au Chibushi, les langues maternelles se perdent aujourd'hui à Mayotte? Bien évidemment. Pour que la langue ne puisse pas se perdre, il faut bien entendu qu'elle soit scolarisée. Beaucoup disent que le Chimaoré, il se parle à la maison, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Nombreuses sont les études aujourd'hui qui ont montré, en tout cas, à travers différentes régions du monde, pas qu'à Mayotte, différentes régions du monde, qui ont montré que la connaissance, l'apprentissage de la langue première, qui est la langue maternelle, permet un transfert de compétences transversales dans la deuxième langue, qui est donc pour nous le français. Et ce transfert de compétences se fait aussi dans le sens inverse. Donc ceux qui penseraient que l'apprentissage du Chimaoré nuirait ou tuerait le français, ici c'est faux et complètement faux, parce que les deux langues s'enrichissent et sortent grandies de cette expérience-là. Alors le travail de votre association est important d'après ce que vous venez de nous dire. Qu'en est-il? Comment vous êtes perçu? Avec qui vous travaillez? Quels sont vos partenaires au quotidien? Alors, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons le service, la direction des affaires culturelles de la préfecture qui nous accompagne, notamment à travers les journées de langue maternelle. Il y a le département également qui nous accompagne. Nous travaillons aussi avec le vice-rectorat, parce que depuis l'année dernière, il y a une expérimentation sur le bilinguisme dans l'école primaire donc à Mayotte. Les villages kibushiphones font l'expérimentation donc en kibushi, et les villages parlant le Chimaoré font
cette expérimentation-là, qui va durer sur 3 ans. L'association Chimée accompagne le vice-rectorat sur ce projet, sur cette expérimentation. À ce propos, l'année dernière, nous avons dispensé des cours à l'endroit des enseignants mahorais, cours de Chi mahorais bien entendu, spécialement, il y avait tout public bien entendu, mais il y avait surtout des enseignants mahorais qui donnent au quotidien, qui participent à ce projet. L'association Chimée n'est pas trop d'accord avec ce dispositif dans le sens où... Parce qu'en termes d'outils et justement, comment ça se passe pour enseigner le mahorais? Est-ce que vous avez des supports particuliers? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Ou alors... le Chi mahorais est une langue à part entière qui a sa propre grammaire comme les autres langues. Et c'est à ce propos-là, justement, que je disais tout à l'heure que nous sommes... Alors, nous accompagnons le vice-rectorat, mais ici, dans cette expérimentation, on s'appuie sur le Chi mahorais pour accéder au français. Et dans ce sens, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le transfert de compétences s'opère lorsqu'il y a enseignement des 2 langues. Or ici, le Chi mahorais n'est pas enseigné en tant que tel. On se sert du Chi mahorais pour accéder au français. Et un certain nombre de choses ont besoin d'être conceptualisées d'abord dans sa propre culture, dans sa propre langue, avant d'accéder à d'autres langues. Au niveau des outils, oui, nous avons des outils. L'association Chimée a des personnes formées qui sont capables de donner des cours de Chi mahorais. La preuve l'année dernière, donc comme je vous l'ai dit, nous avons dispensé des cours à l'endroit de ces enseignants mahorais qui, à la fin de la formation, ont été très surpris justement de découvrir le Chi mahorais, ne pensaient pas que le Chi mahorais avait autant de choses, autant de grammaire, avait autant d'outils et pouvait bien entendu être enseigné. Alors, dernière question, Pitsuri, dans le cadre de cette journée internationale de la langue maternelle, on a dit une dictée sera organisée. Alors, ce n'est pas une dictée. Nous avons, dans le cadre de cette journée, parmi les actions, donc d'ores et déjà, nous avons un concours d'écriture de poèmes qui est ouvert à écrire en Chi mahorais ou en kibushi. Nous avons 3 catégories. Nous avons les scolaires, nous avons la catégorie adultes, donc hors tout public, et nous avons la catégorie Chimée, parce que nombreux sont les personnes qui souhaitent participer, mais qui se disent aussi, c'est des membres de Chimée qui participent aussi, nous ne pouvons pas gagner. Donc dans ce sens-là, on a mis la catégorie Chimée à part, pour que tout le monde puisse écrire. Et l'écrit fait partie justement des choses qui aujourd'hui ont mis en valeur le Chi mahorais, et le Chi mahorais a dépasser la phase de sensibilisation. Nous sommes dans une phase où on a besoin d'outiller de plus en plus. Et l'association Chimée, malheureusement, nous n'avons pas de local, et c'est ce que nous espérons avoir, du monde, en tout cas des employés, pour pouvoir répondre à cette demande grandissante et qui est naturelle et qui doit venir. Malheureusement, nous ne sommes qu'une association, et les moyens, nous les cherchons, pour l'heure, nous n'avons pas trouvé. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Pitsuri Gaucher. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Chimée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5 à retrouver également en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Excellente fin de semaine à vous sur KTV et à lundi.